L'invité de la matinale, Emmanuel Lavon, professeur de relations internationales, bonjour. Bonjour. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a évoqué hier dans une vidéo ses divergences avec Joe Biden, notamment sur l'opération militaire à Rafah. Quel est l'état de la relation que vous feriez aujourd'hui entre Israël et les États-Unis après plus de 5 mois de guerre? L'administration Biden continue de soutenir le droit d'Israël à se défendre et donc à éliminer le Hamas de la bande de Gaza. Là-dessus, il n'y a pas de changement. Il y a un désaccord effectivement sur l'opération prévue dans la ville de Rafah, dans la mesure où les Américains craignent qu'une telle opération fasse trop de victimes civiles. Israël a un plan pour évacuer la majeure partie de la population civile de Rafah. Au moment où nous nous parlons, dans un jour ou deux, le ministre des Affaires stratégiques et le conseiller à la sécurité nationale doivent se rendre à Washington pour discuter des détails de l'opération prévue. Donc tout cela est en discussion entre les deux pays. Après plusieurs vétos à l'ONU, les États-Unis déposent là un projet de résolution pour un, je cite, cessez-le-feu immédiat lié à la libération des otages. Est-ce qu'elle a des chances d'aboutir cette résolution? Et si oui, est-ce qu'elle désavouerait d'une certaine façon toutes celles qui ne mentionnaient pas jusqu'à présent la libération des otages ou ne qualifiaient pas le Hamas de terroriste? Il est clair que l'une des raisons pour laquelle les États-Unis ont opposé leur veto aux précédentes résolutions du Conseil de sécurité et la raison pour laquelle le Royaume-Uni s'est abstenu, c'est justement parce que les résolutions en question n'exigeaient pas la libération immédiate des otages israéliens et ne rappelaient pas les atrocités du Hamas, les qualifiant d'actes terroristes. Les États-Unis là-dessus ont une position très claire et il est évident que toute résolution future au Conseil de sécurité sur un éventuel cessez-le-feu devra conditionner un tel cessez-le-feu par l'élimination du Hamas et par la libération des otages israéliens. Cet objectif de l'éradication du Hamas, comment est-il mesurable entre guillemets? Est-ce qu'on on en a bien avancé entre guillemets sur ce sujet aujourd'hui? Une opération est toujours en cours à l'hôpital Shifa dans le nord de la bande de Gaza, zone où justement le Hamas était censé être considérablement affaibli. Effectivement, l'objectif d'élimination du Hamas est un objectif qui n'est pas simple à atteindre militairement. Comme vous l'avez rappelé, le Hamas est réapparu dans l'hôpital de Shifa, dans le nord de la bande de Gaza, ce qui signifie que cela prendra du temps. Je vous rappelle tout de même que les opérations militaires américaines et de l'OTAN en Irak ont pris près d'un an et que cela prend du temps. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut atteindre en quelques mois. Si on compare, je pense qu'il faut comparer cela, comme je l'ai dit, au temps que cela a pris aux Américains pour éliminer l'État islamique en Irak. On voit que c'est un sujet à l'international, l'après-guerre, depuis plusieurs mois. Est-ce qu'en Israël, c'est évoqué concrètement qui va gouverner Gaza? Est-ce que le nouveau gouvernement là, de l'autorité palestinienne, ça constitue une évolution pour vous? On ne peut pas parler de nouveau gouvernement d'autorité palestinienne. Il y a eu un nouveau Premier ministre nommé par Mahmoud Abbas, mais cela ne représente pas un véritable changement. C'est toujours la même autorité palestinienne, avec sa corruption, avec son encouragement au terrorisme, avec le paiement des salaires aux familles des terroristes, la même autorité palestinienne qui n'a jamais condamné le 7 octobre. Et par conséquent, si l'on parle d'une autorité palestinienne réformée, comme le suggèrent les États-Unis, il faudra qu'il y ait une réforme en profondeur, et entre autres avec des élections. Je rappelle que Mahmoud Abbas avait été élu pour 4 ans en 2005 et qu'il a 88 ans. Donc il ne s'agit pas tout simplement de nommer un nouveau collaborateur, mais qu'il y ait une réforme en profondeur, comme le souhaitent d'ailleurs les États-Unis, avant qu'on puisse parler d'un éventuel rôle de l'autorité palestinienne dans la gestion future de la bande de Gaza. Mais c'est la perspective qui est envisagée pour Israël en ce moment? Il y a plusieurs possibilités qui sont envisagées. Il n'y a pas de réponse simple à cette question. Il est clair en tout cas qu'il faudra une administration civile dès que les opérations militaires auront été terminées, que cette administration civile devra également avoir le support des pays qui soutiennent la stabilité au Proche-Orient et pas des pays
qui soutiennent l'instabilité de la région, comme l'Iran, comme le Qatar et comme leurs alliés russes et chinois. Cela signifie que toute administration civile dans la bande de Gaza devra être coordonnée avec les États-Unis, avec l'Europe, avec également les pays arabes qui ont normalisé leurs relations avec Israël, en particulier l'Égypte et les Émirats arabes unis. Encore une fois, ce processus prendra plusieurs années. Le Qatar que vous évoquiez, qui est au cœur des processus de négociation sur la libération des otages notamment, ça fait plusieurs semaines que des discussions n'aboutissent pas. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que cette médiation du Qatar, elle est arrivée au bout de ses capacités, entre guillemets? Le Qatar a un rôle central à jouer dans ces négociations du fait de sa capacité d'influence et de pression sur le Hamas, puisque je vous rappelle que c'est le Qatar qui est la principale source de financement du Hamas, et donc il a une capacité d'influence sur le Hamas. Donc son rôle est incontournable. Maintenant, au moment où nous parlons, il y a des négociations qui se tiennent à Doha. On sait qu'elles sont rudes, que beaucoup des exigences du Hamas sont inacceptables par Israël. Mais Anthony Blinken a déclaré il y a quelques heures qu'il est optimiste sur la conclusion d'un accord. En tout cas, cela reste une priorité pour le gouvernement israélien, la libération des otages. Mais cette priorité ne signifie pas qu'Israël peut accepter toutes les exigences du Hamas. Vous l'évoquiez, les pays arabes avec lesquels Israël avait normalisé ses relations. Est-ce que pour vous, cette guerre, elle est en voie de remettre en cause quelque part les accords d'Abraham ou en tout cas de ne pas voir ces accords étendus, notamment à l'Arabie saoudite qui vient d'annoncer augmenter son financement de l'UNRWA? Je pense qu'au contraire, d'ailleurs, les Émirats arabes unis, le Bahreïn, non seulement n'ont pas remis en cause leurs accords de normalisation avec Israël, mais ne font que confirmer leur volonté d'approfondir cette normalisation. Et je pense que justement, cette guerre qui n'a fait que confirmer le rôle déstabilisateur de l'Iran dans la région, ne fait que renforcer la volonté de l'Arabie saoudite d'obtenir des garanties sécuritaires des États-Unis. Et ces garanties sécuritaires, elles se feraient effectivement dans le cadre d'une normalisation avec Israël. On sait qu'aujourd'hui, l'Arabie saoudite exige aussi en contrepartie un geste sur la question palestinienne, sur la question d'un État palestinien. Et donc cela fera partie effectivement des négociations avec l'Arabie saoudite. Mais je pense que l'une des grosses erreurs du Hamas dans cette opération du 7 octobre, c'est qu'il n'a fait que justement renforcer la volonté des Saoudiens de se protéger de la menace iranienne et donc d'arriver à un accord global avec Israël et les États-Unis au Proche-Orient. Merci beaucoup, Emmanuel Navon, professeur de relations internationales, d'avoir été notre invité ce matin sur RCJ. Merci, bonne journée.